Salut Stéphanie. Salut Marc. Tu es cette vétérinaire professionnelle, ça fait 25 ans que tu t'occupes d'éleveurs et de vaches. Tu es la présidente de la SNGTV, qui est une association qui regroupe des professionnels, des vétérinaires comme toi. Tu es beaucoup à Paris là pour des conférences de presse, alors que, j'ai envie de dire, c'est l'incendie sur le terrain de la DNC, de la dermatose nodulaire contagieuse. Il y a des blocages en France qui ont lieu. Tu nous as expliqué dans les épisodes précédents que la stratégie du gouvernement, quoi qu'on pense du gouvernement, était la moins mauvaise. C'est l'avis de l'immense majorité de tes confrères et de tes consoeurs. C'est une question que je te pose, mais je sais que la plupart des vétérinaires pensent que c'est la moins mauvaise solution, que c'est la seule solution, à savoir d'abattre les lots entiers. Il n'y a aucun autre moyen de pouvoir garantir le fait que la France reste un pays indemne. Si on ne fait pas ça, on risque, en résumé, c'est très cruel, ça chacun le comprend, mais si on ne fait pas ça, la maladie va s'étendre et les voisins vont être contaminés. En gros, c'est ce que tu nous as expliqué dans les épisodes précédents. Et là, pour commencer cet épisode, tu as vu circuler beaucoup d'idées fausses concernant les vecteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les stomox et les tons. Les tons. Alors oui, j'ai été regarder les réactions du public sur certains posts et je me suis rendu compte que les gens pensaient qu'on éliminait les vaches en tant que source de virus, mais qu'on n'éliminait pas ces insectes en tant que source de virus. Donc je voulais rappeler... Et il y en a d'autres qui disent que c'est en hiver, il n'y a pas d'insectes. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc d'une part, vous voyez tous le temps doux qu'il fait, donc malheureusement on n'a plus les hivers rigoureux qu'on avait, que me racontait ma grand-mère. Et donc les insectes arrivent à survivre, et en particulier à l'intérieur des bâtiments où ils profitent de la chaleur des animaux, la chaleur du fumier. Donc ces insectes survivent, y compris l'hiver. Les stomox, c'est les mouches d'étable. C'est les grosses mouches en fait. C'est des grosses mouches et qui sont présentes dans les étables, qui sont présentes dans les bâtiments. Donc d'une part, ils persistent en hiver. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que ces animaux-là, quand ils piquent une vache, en quelque sorte, leurs pièces buccales se salissent avec du virus, et c'est en allant piquer la voisine, parce que c'est des animaux qui ont des piqûres douloureuses, donc le bovin les chasse, ils n'ont pas terminé leur repas sanguin, comme ils sont lourds et qu'ils sont un peu feignants, ils vont juste sur celle d'à côté pour finir leur repas sanguin. Et c'est à ce moment-là, comme ils ont ramassé du virus sur leurs pièces buccales, qu'ils infectent la voisine. Mais le virus ne persiste pas ni à l'intérieur de leur corps, ni à l'intérieur de leur glande salivaire, ni à l'intérieur de rien du tout, contrairement à ce qu'on a par exemple pour la fièvre catarrhalovine ou la maladie hémorragique qui est transmise par des moucherons qui, eux, gardent à l'intérieur d'eux le virus et sont des hôtes pour le virus. Donc les stomox ne sont pas des hôtes du virus, ce sont juste des seringues volantes en fait, ce sont juste des vecteurs. Et c'est la raison pour laquelle baisser leur population en traitant l'environnement de l'élevage, les zones de fumier, les endroits où il y a de l'humidité, pour éviter qu'il y ait trop de multiplication, ça c'est intéressant. Mais chercher à les éradiquer n'a pas de sens. C'est pas eux qui sont les sources à long terme du virus. Donc arroser toute une région d'insecticides en tuant au passage les abeilles et tout le reste n'a pas de sens. Et n'aurait d'ailleurs aucune efficacité puisqu'on n'arriverait pas à supprimer tous ces insectes. Donc, de la même façon, la désinsectisation des animaux, c'est un moyen très faible. Le temps passe très peu de temps sur une vache. Si vous vous êtes déjà fait piquer par un taon, ça fait mal, donc vous le chassez tout de suite. Il n'a pas le temps d'être en contact, en fait, avec l'insecticide que vous auriez mis sur la vache. Et les stomox, quant à eux, ont développé énormément de résistance à ces insecticides. Donc, la lutte par désinsectisation des vaches, des bâtiments, des bétaillères, on l'a fait, elle est nécessaire, mais elle n'est pas du tout suffisante pour supprimer cette capacité qu'ils ont à transmettre et pour les enlever. À l'heure où on parle, chère Stéphanie, le 19 décembre, on est à quelques jours de Noël 2025, il y a 113 foyers en France qui sont disséminés entre 79 élevages pour être précis, et dans chacun de ces endroits, dans chacun de ces foyers, il y a ce protocole que je veux bien que tu rappelles. Donc le protocole, c'est quand on a une vache qui présente des symptômes qui peuvent évoquer la dermatose nodulaire, l'éleveur appelle son vétérinaire. Le vétérinaire va évidemment examiner la vache. Si elle présente des nodules ou des écoulements nasaux, on fait des prélèvements qui sont envoyés très rapidement à des laboratoires de proximité maintenant. Au début, il y avait que le laboratoire de référence. Maintenant, il y a des labos de proximité. Et on sait vraiment dans les heures qui suivent si oui ou non
on est face à de la dermatose. Si on est face à de la dermatose, à ce moment-là, on va éliminer, on va euthanasier, disons les mots, c'est dur, c'est dur pour les éleveurs. Je peux vous dire que c'est dur pour les confrères. Moi, pour en avoir eu au téléphone, les confrères et les consoeurs, c'est un acte extrêmement difficile à réaliser. Comment on fait ça? C'est une injection létale? Alors, aujourd'hui, on s'est quand même posé les questions de comment on pouvait le faire le moins mal possible. Donc, on réalise d'abord une sédation des animaux par voie intramusculaire. Et une fois que les animaux dorment, on réalise une injection intraveineuse soit de cyanure, soit de barbiturique, soit d'un mélange des deux, qui sera létale. Donc il y a cette phase préalable d'endormissement des animaux. Qui est un geste de bienveillance Alors c'est un geste de bienveillance, évidemment, pour pas que l'animal souffre. L'intraveineuse sur une vache, ça fait partie des actes les plus difficiles à réaliser. Elles ont horreur de ça, ça leur fait mal. Il faut les contenir, mettre un licol, etc. Donc pour éviter d'avoir à faire ça, pour éviter d'avoir à les violenter, pour faire cette injection intraveineuse, on les endort auparavant. On les endort, on les lâche, elles vont se coucher dans la paille, et puis une fois qu'elles sont couchées, on fait l'injection létale. Bon, c'est tout ce qu'on peut faire pour essayer d'adoucir autant que possible ce moment. Pour en revenir donc au protocole, une fois qu'on a confirmé la dermatose dans un lot d'animaux, donc un lot d'animaux, c'est un lot d'animaux qui vivent ensemble dans la même parcelle de pré ou sous le même bâtiment et qui sont donc soumis au même risque à partir de cette vache infectieuse, on va euthanasier les animaux de ce lot. Une fois qu'on a euthanasié les animaux de ce lot, les cadavres sont désinsectisés et désinfectés, mis dans des camions qui partent pour l'acquarrissage. Comment on les désinsectise? En arrosant d'insecticides. Donc ça, c'est les services vétérinaires qui Pourquoi s'occupent de ça. Alors, on fait ça par mesure de précaution. On a entendu beaucoup de polémiques aussi sur le transport de ces animaux à distance dans les équarrissages. Il faut savoir que les tans et les stomox sont des hématophages, c'est-à-dire ils se nourrissent de sang chaud et ils ne piquent pas un animal mort. Donc le risque de transporter ces bovins-là va de façon résiduelle consister sur le virus qui peut survivre sur la peau et qui pourrait, alors avec vraiment là, c'est epsilonesque le risque, mais qui pourrait transporter du virus simplement à partir de la peau. Donc par sécurité, on désinsectise, on désinfecte les cadavres avant de les transporter. Une fois qu'on a fait ça, donc les cadavres vont à l'équarrissage, où c'est ensuite incinéré. Et une fois qu'on a fait ça, dans l'élevage d'origine, quand les animaux étaient en bâtiment, on procède à une désinfection, nettoyage, désinfection du bâtiment, désinsectisation du bâtiment, avant de pouvoir réintroduire des animaux une fois que la période de blocage de la zone est passée. C'est ce qui s'est produit dans les Savoies, où les animaux sont revenus, dans les premiers cheptels dépeuplés. Ils ont pu racheter des animaux, ils ont repris, il y a même eu des naissances, enfin voilà, ils ont repris leur vie normale après un immense traumatisme. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le nier ou le minimiser. Alors, il y a 44 foyers en Haute-Savoie, 32 foyers en Savoie, 7 dans le Jura et 21 dans les Pyrénées-Orientales. À l'heure où on se parle, Stéphanie, il y a plus de 3300 bêtes qui ont été abattues en France. On a déjà dit plusieurs fois qu'il y avait 17 millions de bovins en France. Donc ça représente 0,02% du cheptel français. Pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas énorme, mais tout est relatif. Alors, c'est difficile de parler de ça, parce que quand on dit c'est pas énorme, évidemment c'est énorme de tuer 3000 vaches. Ouais. Ce qu'il faut garder en tête, c'est combien on en a protégé en faisant ça. Donc, on parlait des chiffres de la mortalité sur lesquels tout le monde s'écharpe pour savoir s'ils sont de 1, 10 ou plus. Vous prenez 1% du cheptel français, ou ne serait-ce que 1% de la zone Savoie, puisqu'on a réussi à la circonscrire sur quelques cantons en Savoie. La zone Savoie, c'est 350 000 bovins. Bon ben, on a réussi à préserver l'essentiel du cheptel des Savoies. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Juste pour relativiser, encore une fois, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais on tue pas loin de 13 000 bovins tous les jours en France pour les manger. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que l'abattage des bovins, et c'est pour ça que, même si on a renoncé, mais c'est pour ça qu'au départ, nous, on parlait de dépeuplement. Parce que le dépeuplement, c'est l'euthanasie des animaux dans le cadre d'une maladie contagieuse. L'abattage, c'est l'animal qui va à l'abattoir. Donc ça, c'est du verbiage vétérinaire. Bon, on a renoncé. Nous acceptons aujourd'hui ce mot abattage, puisque le mot dépeuplement était considéré comme
ne prenant pas en compte la dureté de cette euthanasie. Ouais, en fait, c'est juste le terme consacré. Vous avez pas, C'est ça. c'est pas un mot que vous avez employé Non. pour faire joli ou Non, pour. c'est juste C'est juste ça la aussi, précision. C'est de la précision sémiologique en fait. Ouais, c'est ça qui me paraît fou, c'est que même ce mot a fait jaser, a énervé. Donc, en tout cas, ce qui est difficile à vivre pour les éleveurs par rapport aux 13 000 bovins qu'on envoie à l'abattoir en France quotidiennement. D'abord, on enlève tous les animaux d'un lot, pas au moment où ils ont atteint le moment du cycle de vie où on peut les utiliser pour la consommation de viande. Donc, ça vient percuter en fait le cycle de vie normal de ces animaux. Ce qui choque aussi beaucoup les gens, c'est qu'on le fasse dans la ferme. Ça, c'est très difficile à vivre pour les éleveurs. Et même quand on a pu les convaincre de partir, de ne pas être présents à ce moment-là, ils ont été obligés de voir les images via les médias. Ça, c'est d'une violence inouïe. Les médias, et là, franchement, je peux m'élever avec colère, qui ont été filmés ça, qui ont montré ça au grand public, ont oublié que l'éleveur, sa famille, ont vu les images. C'est ignoble. Ça, c'est très dur à vivre pour les éleveurs. Et ensuite, la viande est perdue, alors qu'on sait qu'un certain nombre des animaux de cette unité étaient probablement sains. Alors, là, on a plusieurs choses à répondre, même si ça fait partie des choses qui sont étudiées aujourd'hui. Bon, les animaux malades, ils sont malades. On ne mange pas un animal malade. Ça, c'est la première chose. Les animaux qui sont fiévreux, les animaux qui sont en incubation, on ne peut pas mettre un animal malade sur la chaîne alimentaire. C'est contraire au sens de notre métier. On l'a jamais dit, perds pas ton fil, mais cette maladie n'a évidemment aucune incidence sur l'homme. Elle n'est pas transmissible à l'humain. Elle n'est absolument pas transmissible à l'humain. Ok. On les met pas sur la chaîne d'abattage. Donc les animaux malades, fussent-ils à symptômes inapparents, on ne peut pas envisager de les mettre sur la chaîne d'abattage. Ça, c'est contraire à toutes les règles de sécurité sanitaire des aliments. Restent les animaux sains, mais comme je l'ai dit, on ne sait pas les distinguer aujourd'hui des autres. Et surtout, le transport de ces animaux, sachant qu'au milieu, on aurait donc des malades sans symptômes jusqu'à l'abattoir, présente pour le coup un risque, puisqu'on transporte des animaux porteurs du virus, vivants, qui pourraient être piqués au cours du transport, vers un abattoir qui est quelquefois à des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Stéphanie, il faut que je te libère, tu as encore plein de rendez-vous. La seule image qui me vient, c'est celle d'un incendie, donc toi tu fais partie des pompiers. Encore une fois, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté de venir témoigner au micro de Combat. Stéphanie, je voudrais pour finir que tu me parles, parce que le grand public, on a peu entendu parler, il y a d'autres maladies qui sont arrivées en France, d'autres épizooties, c'est le nom, on parle d'épidémie plutôt pour l'humain, d'épizootie pour les animaux. J'aimerais que tu nous parles de la façon dont ont été gérées d'autres épizooties, je pense notamment à la brucellose, il y en a peut-être d'autres. J'aimerais que tu nous fasses des petites comparaisons pour voir quel a été le destin, le devenir, par exemple de la brucellose ou d'autres maladies d'épizootie. Alors, la brucellose, ça fait partie des luttes historiques. Donc, c'est une maladie qu'on a éradiquée de notre territoire, qui persiste dans certaines poches de faune sauvage. Quand tu peux nous donner le contexte un peu ? Dans les années 50, les groupements techniques vétérinaires que je représente et les groupements de défense sanitaire, qui sont les organismes sanitaires des éleveurs, se sont montés au moment où on a commencé les grandes luttes collectives dans les années 50. Ces luttes collectives, elles s'intéressaient principalement à deux maladies qui, elles, étaient ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire transmissibles à l'homme et qui étaient extrêmement graves, la brucellose et la tuberculose bovine. Et c'est autour de cette lutte collective que s'est monté le système sanitaire français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc à l'époque, il y a eu plusieurs systèmes de lutte qui ont été instaurés. Moi, je connais particulièrement bien celui de la tuberculose bovine, puisque j'ai beaucoup travaillé dessus, étant donné qu'on a eu une résurgence en Côte d'Or dans les années 2000. On dépistait les animaux. À l'époque, il y a eu une période où, par exemple, les vaches qui étaient détectées comme étant tuberculeuses étaient engraissées et mises à l'abattoir, sachant qu'il n'y a pas de passage par la viande. Il n'y avait pas de risque pour la santé humaine par cette voie-là. Quand on a commencé à avoir largement éliminé la maladie du territoire, on est passé à d'autres modalités qui consistaient effectivement à abattre les animaux d'un cheptel infecté de tuberculose, en se disant que on l'avait éliminée et que ce qu'on voulait, c'était qu'elle ne revienne pas. Donc on était dans un principe de précaution maximale. On a eu un retour de cette maladie qui également est très vicieuse, qui est très compliquée en Côte d'Or, où là, devant le nombre d'abattages qu'il fallait conduire, on a réexploré
et puis aidé par la science qui avait progressé, on a réexploré d'autres méthodes qui nous permettent aujourd'hui de mieux dépister les animaux infectés et de conduire des assainissements progressifs de l'élevage sans abattre d'emblée l'ensemble des animaux. Ces luttes-là, en permanence, elles s'adaptent d'abord à ce qu'on veut faire, aux enjeux stratégiques de notre pays, à la gravité, je le disais tout à l'heure, de la maladie, et puis aux outils, parce que les outils scientifiques, ils évoluent. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a des vaccins contre les 2 maladies que tu viens de dire, brucellose, tuberculose? Est-ce qu'il y a des vaccins et pourquoi on ne vaccinerait pas toutes les vaches? Et deuxièmement, comment une maladie ressurgit 40 ans après? T'as employé le mot de résurgence. En ce qui concerne la tuberculose, je ne sais pas s'il est toujours produit. Il y a une époque où il y avait un vaccin pour les bovins. Le problème, c'est pareil, c'est qu'à partir du moment, le vaccin va avoir l'inconvénient suivant. Si je vaccine une vache, c'est également la même chose que si nous, à l'époque où la vaccination était obligatoire pour les enfants, on faisait ce qu'on appelait une QT pour voir s'il y avait une réaction cutanée. C'est ce même test qui me sert, moi, à chercher la tuberculose dans les cheptels. Donc je ne suis plus capable, si je rends mes animaux réagissants grâce au vaccin, je suis plus capable de trouver la maladie. Donc s'empêcher de la chercher là où elle est, c'est la laisser courir de nouveau. Vacciner tous les animaux, c'est se rendre aveugle. Et puis surtout, je n'ai plus aucun moyen, pour le coup, de dire à mes partenaires commerciaux que je suis indemne, puisque tous mes animaux réagissent. Donc, la maladie étant rare, c'est-à-dire qu'on parle d'une prévalence de 0,01% du cheptel, je ne peux pas appliquer une mesure qui concernerait tous les animaux, avec les coûts que ça engendre, avec les obstacles commerciaux, pour une maladie qui est extrêmement rare. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens médical, ça n'a pas de sens économique, ça n'a pas de sens en termes de lutte. Et cette histoire de résurgence, comment une maladie ressurgit 40 ans après? Alors, probablement, une fois de plus, ce que je vais dire n'est pas extrapolable à toutes les maladies. La tuberculose, c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Mycobacterium bovis, donc c'est une mycobactérie des bovins. Il y a aussi une tuberculose humaine qui est différente, enfin qui est une autre mycobactérie. Elle peut survivre à bas bruit, elle peut mettre très longtemps à se révéler chez des animaux. Quand on dit très longtemps, on parle de plusieurs années. Elle peut éventuellement être transmise à la faune sauvage. Ce qui fait qu'on a cru à un moment donné qu'on avait gagné la lutte parce qu'on n'avait plus de tests justement positifs avec ces fameuses QT là, qu'on fait avec ces injections de tuberculine. Et on avait une mauvaise prise en compte des résultats qui étaient douteux. On avait une mauvaise veille des acteurs et la maladie, elle a continué à circuler à très bas bruit dans les élevages. Probablement aussi qu'on avait progressivement sélectionné des animaux qui pouvaient porter la bactérie sans bien répondre aux tests. Bref, on est devenu aveugle pendant un temps parce qu'on s'est endormi. Et puis on s'est rendu compte à un moment donné que cette maladie silencieusement avait fait son travail, s'était passée d'un cheptel à l'autre et que d'un seul coup, en regardant d'un peu plus près, parce qu'on a eu des alertes souvent à l'abattoir, en voyant des animaux qui étaient porteurs de lésions tuberculose, on s'est rendu compte en fait que la maladie avait recommencé à circuler et à se transmettre de façon occulte. Donc c'est une des capacités de ce bacille tuberculeux. Toi, tu viens de nous parler de la tuberculose. Moi, je pense à la brucellose. Ceux qui suivent un peu ce qui se passe dans le vivant savent que des abattages massifs de bouquetins ont été ordonnés en Savoie pour préserver les producteurs de reblochon, pour préserver les vaches des producteurs de reblochon. Beaucoup de naturalistes s'étaient emportés parce que, idem, chez les bouquetins, la plupart des animaux abattus étaient sains. Mais vu qu'il n'y a pas moyen de les discriminer, il y a des dizaines de bouquetins tu t'en souviens, qui ont été abattus dans le massif du Bargy. Oui, je m'en souviens bien. Ça a été une histoire compliquée que je n'ai pas gérée, donc je ne la connais pas très bien. Je veux juste rappeler que, sauf erreur de ma part, on s'est rendu compte que la brucellose était revenue à cet endroit-là parce que c'est un enfant qui est tombé malade. Et je rappelle que la brucellose, c'est une maladie qu'on a à vie, qui est extrêmement handicapante, qui est extrêmement grave. Et cet enfant s'était contaminé à partir du lait des vaches elles-mêmes infectées. Donc, protéger la production, protéger les vaches, mais protéger les gens, en l'occurrence là. Ma question, c'était que tu compares ce qui se passe, parce que là, la DNC, on est en plein dedans. Que nous apprennent les crises du passé? Alors, moi, ce que j'aimerais que chacun garde en tête, c'est que à chaque maladie, sa biologie, ses particularités et ses impacts. Donc, la dermatose ne concerne que les bovins, elle ne concerne pas l'homme et surtout, elle ne concerne pas la faune sauvage. Contrairement à la brucellose. Contrairement à la brucellose, qui est une maladie qui peut se répandre à peu près dans toutes les espèces. Tous les mammifères. Et donc, merci pour la correction. C'est une maladie qui peut se répandre à peu près chez tous les mammifères. Et donc, la lutte, effectivement, doit être prise différemment, puisqu'on ne peut pas éradiquer les mammifères
toute une zone, même pour protéger les vaches. Donc à chaque maladie, il va falloir réfléchir où sont les bénéfices-risques de chaque action possible et comment on va gérer. Et c'est le fait de documenter ce qu'on fait à chaque fois, de faire ce qu'on appelle des rétex, des retours d'expérience, de reprendre tout ça. Donc c'est des gens dont c'est le métier, des épidémiologistes, qui reprennent à chaque fois tous les éléments d'une lutte contre une maladie particulière pour essayer de voir dans ce qu'on a fait, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, comment on peut changer les choses demain. La recherche, elle est permanente à ce sujet. Stéphanie, il faut que je te libère, tu as 1000 autres choses à faire, tu es en train de gérer la crise, donc déjà merci d'être passé dans Combat, d'avoir rectifié quelques idées fausses, c'est vraiment ce qu'on fait typiquement dans Combat. Je voudrais te laisser le mot de la fin. La tradition, c'est, tu sais, de faire réagir sur le nom du petit média que j'ai fondé, qui s'appelle Baleine sous gravillon. Je sais pas si tu me regardes avec ton grand sourire. Est-ce que cette expression, soit dans le cadre de cette crise, ou soit ailleurs, t'inspire quelque chose? Baleine sous gravillon, par rapport à la DNC ou par rapport à autre chose, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Bon, alors déjà, ça me fait rire, parce qu'imaginer la baleine sous le gravillon, ça me fait rire. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on vient de dire, c'est énorme en fait. C'est énorme, et pour autant, c'est autre chose qui circule sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine, moi, que la baleine, c'est la vérité, et qu'on veut souvent, pas voir. elle n'est pas si loin que ça, et elle est immense, elle nous crève les yeux, et simplement, on s'arrête au gravillon, voilà ce que ça m'inspire. Alors, juste pour être tout à fait clair, de quelle vérité tu parles? C'est-à-dire du fait que la seule solution en ce moment, c'est d'abattre les lots contaminés. Alors, franchement, merci de poser cette question. La vérité, elle est de deux ordres, en l'occurrence. Elle est ce qu'on sait scientifiquement, et ça, c'est une vérité qui est éphémère, parce que tout le monde le sait, la science avance. Et donc, ce qu'on sait en 2021 ne ressemble pas à ce qu'on savait en 50, ne ressemble pas à ce qu'on savait en 1730. Et à ce qu'on saura en 2026. Et à ce qu'on saura en 2026, en 2027. Donc, la science, c'est une vérité momentanée, c'est une photo. En termes d'épidémiologie, c'est une vérité qui s'est construite à travers le temps. Elle n'arrive pas de nulle part. La vérité, c'est aussi... Et là, je dois dire que moi, je découvre ça, c'est à quel point certains médias, au sens large du terme, incluant les réseaux sociaux, peuvent diffuser des mensonges, mais des véritables mensonges. Moi, j'ai vu, par exemple, des rapports sur des réunions auxquelles j'étais présente et qui disaient « la ministre a dit ceci, un tel a dit cela, un tel a dit ceci ». J'y étais, moi. C'est faux. C'est pas vrai. Donc, il y a aussi le mensonge, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et il est énorme, je trouve, là, dans cette crise. Et je le découvre dans ma grande naïveté. La conclusion, la moralité de ce que tu viens de dire, à l'instant, c'est quoi? La moralité, c'est que je suis quand même inquiète de voir qu'on est dans une société où, pour briller, certains sont prêts à tout. Pour briller, pour se faire une réputation sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on veut. Et prêts à tout, et prêts à jouer sur ce qui est devenu un individualisme forcené, d'une part, et puis je vais le dire aussi, une grande méconnaissance du monde animal, parce que quand je vois le nombre de gens qui prennent parti à vie, qui jugent le travail des éleveurs, le travail des vétérinaires, et qui ne connaissent plus du tout le monde animal, je suis plutôt inquiète. Ce que je voudrais souligner, c'est que dans cette crise, on mélange plusieurs choses. On mélange ce qui est de la science, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et les conclusions auxquelles on est arrivé, avec des convictions sociétales qui sont respectables à l'échelle individuelle, de respect ou pas de la vie animale, de comment on voudrait notre société demain. Et tout ça, c'est légitime, mais il ne faut pas que ça vienne se mélanger. C'est pas le même niveau de discussion et c'est pas le même moment de discussion, en fait. Et puis, il y a l'émotionnel devant les abattages d'animaux, et il y a l'économie. Et on mélange tout ça, alors qu'il faudrait arriver à prendre des paroles très différentes et à dire ce qu'on veut pour le monde demain. Il faut en discuter dans une perspective de demain, pas dans une perspective de maintenant, pendant qu'on éteint l'incendie. C'est pas au moment où on éteint l'incendie qu'on se demande si on aurait dû construire les maisons avec un autre bois. Là, ça brûle. Donc il faut arrêter l'incendie. On verra comment on construit les maisons demain, autrement. Donc voilà, il y a l'économie, il y a la science, il y a l'émotion. On mélange tout ça et je pense que ça brouille énormément les messages pour tout le monde. Bon, moi je suis fier de t'avoir invité. C'est un sujet trop dur pour que je le traite tout seul, évidemment. Tu me regardes avec ton grand sourire. Je te libère, t'as 1000 réunions. Merci d'être passé. Stéphanie Philizot.
j'ai bien prononcé son nom, Stéphanie Philizot. Je te laisse retourner en Bourgogne et j'espère qu'on aura d'autres occasions de se reparler, peut-être d'autres choses, quand les choses se seront calmées sur le front de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Grand merci Stéphanie, salut. Salut Marc. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.